Ah, là, je pense qu'on est connecté. Bonjour à tous. Donc, je vois il y a des gens qui se connectent petit à petit. Merci pour votre présence. On va essayer d'attendre quelques minutes pour être sûr que tout le monde est là et ne pas faire répéter notre cher Vincent qui est là parmi nous. Donc, juste une petite minute ou deux et on reprend l'événement. Bon, je pense qu'on peut y aller. On a attendu les 2 petites minutes prévues. Donc, encore une fois, bonjour à tous. Merci de votre présence. Donc, aujourd'hui, on a la chance et le plaisir d'accueillir Vincent Lachaine de M Capital pour parler crowdfunding immobilier. Donc, comme vous le savez, c'est une classe d'actifs. Alors, pas vraiment une classe d'actifs, c'est une partie, une sous-classe de la classe d'actifs immobiliers. Mais c'est un produit qu'on ne proposait jusque-là pas sur la plateforme Ramify. Ce qui va changer. On a essayé de trouver un partenaire sérieux avec qui on pouvait se lancer sur cette nouvelle classe d'actifs. Et après quelques discussions et recherches, on a opté pour M Capital, qu'on considère comme l'un des acteurs les plus sérieux et les plus reconnus du domaine. Et donc, c'est en ce sens que Vincent, donc directeur du développement chez M Capital, a accepté de participer à cet événement. Le but, il est très simple, hein, c'est de, un, comprendre le crowdfunding immobilier. J'imagine qu'il y en a qui connaissent déjà. Mais donc, ce sera d'aller un petit peu plus loin et de se dire, premièrement, au vu du contexte, est-ce que c'est toujours intéressant d'investir et pourquoi? Et deuxièmement, quelle est la place du crowdfunding immobilier dans une stratégie d'investissement ou de gestion de patrimoine globale? On a beaucoup de clients qui sont déjà équipés en SCPI, de plus en plus en private equity, c'est quelque chose qu'on touche beaucoup. Et donc, où est-ce que le crowdfunding immobilier peut venir trouver sa place dans ce mix? Mais donc, je vais laisser la parole à Vincent. Vincent, si tu peux te présenter et présenter aussi ton parcours. C'est une spécificité qu'on demande à chaque fois. Qu'est-ce qui t'a mené au crowdfunding et à M Capital? D'accord. Bah, merci beaucoup, Samy, de ton accueil avec Ramify aujourd'hui. Donc, effectivement, moi, je m'appelle Vincent Lachaine, j'ai 42 ans. J'ai travaillé pendant 17 ans dans une structure de private equity. Donc, justement, on est dans un sujet que tu connais bien. Et donc, j'ai levé 300 millions d'euros dans des structures de PME françaises non cotées en bourse, donc chez Sigma, avec dans des secteurs variés comme la santé, le logiciel et l'immobilier. On avait notamment fait de l'immobilier ESUS, donc social et solidaire. Et l'idée, c'était moi, j'ai travaillé avec les gestionnaires de patrimoine pour justement pouvoir vous proposer des solutions différenciantes pour vos investisseurs. Et on a eu des succès chez Sigma, comme par exemple des sociétés comme Kabaya, comme Greenwiz, ou comme des sociétés comme Biocinex, que vous avez tous utilisés. C'était les tests pendant la période Covid. Donc, je suis venu chez M Capital pour le projet immobilier, parce que là, notre intervention, elle est sur l'immobilier résidentiel. Et c'est vrai que le private equity est une classe d'actifs passionnante. La contrainte que j'y vois par rapport à de l'immobilier résidentiel, c'est que la performance peut être relativement aléatoire. Et ça, c'est un des sujets qui peut vous intéresser en tant qu'investisseur. C'est que quand on finance des startups, ça peut être des sujets passionnants avec des rentabilités à 3 chiffres. Par contre, vous avez aussi un taux de défaillance qui est plus élevé. Et vous verrez que les club deals qui sont proposés en crowdfunding immobilier, je trouve qu'ils concilient des choses qu'on n'a pas tout le temps dans le private equity, à savoir des durées courtes, des rendements qui sont assez élevés et un sous-jacent que vous appréhendez facilement. Parce que souvent, vous êtes propriétaire de votre résidence principale et l'immobilier résidentiel, il y a quand même un certain nombre d'outils que vous maîtrisez bien, se loger, meilleurs agents, la chambre des notaires, impôt gouv. Donc les prix, je ne dis pas qu'ils sont publics, mais il y a un petit peu de ça quand même. C'est quand même un actif qui est plus facilement Mhm. tangible et mesurable. Donc chez M Capital, pour vraiment vous donner deux chiffres, on gère 650 millions d'euros, on est 65, on fait du capital investissement
et du capital investissement immobilier. Et on essaye en fait de régénérer la ville parce qu'il y a de nombreux enjeux qui sont liés à l'immobilier résidentiel, hein. Déjà, il faut loger tout le monde, ce qui est quand même une problématique spécifiquement française parce qu'on n'arrive pas à loger tout le monde de manière qualitative. Et en même temps, il faut que les villes deviennent des endroits plus vivables avec des contraintes environnementales et des contraintes sociales, parce que l'immobilier étant très cher aujourd'hui, on essaie de trouver des nouvelles solutions, des nouveaux cas d'usage pour créer de la valeur. Donc ça peut passer par du neuf, donc créer des actifs neufs, c'est la promotion immobilière, et ça peut être aussi de rénover des actifs, il y a des grands plans de rénovation, et pour ceux qui ont écouté notre président de la République hier, il y avait effectivement cette volonté de rénover le parc immobilier, qui est une contrainte et un objectif indispensable pour tenir l'objectif carbone. Parce qu'M Capital, nous sommes aussi société à mission et labellisé Bicorp. Voilà, pour dresser un tableau assez complet. Et pourquoi je suis passé chez M Capital, justement pour développer ces solutions Club Dylan. Écoute, très clair. Merci pour la présentation. C'est aussi pour ça qu'on a choisi un partenariat avec M Capital qu'on considère comme étant un acteur sérieux sur le domaine. Écoute, très bien, ça nous fait en plus une bonne transition pour commencer à parler du vif du sujet. Donc le crowdfunding immobilier, si tu peux nous en parler un petit peu plus, mais vraiment Oui, oui, synthétiquement, ouais. exactement synthétiquement, les grands pôles, c'est quel est l'intérêt dans une stratégie globale, quel type de rendement, quel type de D'accord. risque, Ok. le classique, et ensuite on pourra rentrer bien sûr dans le détail et on aura, je pense, beaucoup de questions des participants. Ah bah, j'espère, hein, n'hésitez pas. Ce n'est pas encore les vacances, donc on est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Alors, le crowdfunding immobilier, qu'est-ce que c'est? Donc, comme son nom l'indique, le crowd, c'est la foule en anglais, et funding, c'est le financement. Donc, c'est le financement par la foule. Donc, c'est une technique d'investissement qui a été déployée depuis 10 ans, d'abord aux États-Unis, hein, comme beaucoup d'innovations, et qui ensuite s'est développée en France et dans le reste du monde. Donc, en fait, l'idée est très simple, c'est à la base, c'est de mettre en relation un porteur de projet et un projet et des investisseurs. C'est vraiment ça la philosophie, sans intermédiaire. Donc ça, c'était l'idée originelle, parce que bah, jusqu'à présent, que ce soit des sujets de private equity ou des sujets immobiliers, c'était toujours intermédiaire. Donc le crowdfunding, l'idée originelle, c'est de déconnecter, de désintermédier. Une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, les investisseurs sont face à de nombreux projets et ils ne savent pas forcément où investir. C'est un petit peu comme quand vous allez sur Netflix, quel film choisir aujourd'hui dans un catalogue monstrueux. Bah, l'idée, c'est aussi d'avoir des professionnels qui vont être capables de vous guider dans cet univers avec différentes techniques, différents outils et méthodologies professionnelles. Mais classiquement, le crowdfunding, alors, s'est développé dans des PME classiques, mais aussi dans l'immobilier. Et dans l'immobilier, bah, en fait, ça se décompose en 4 étapes. Le projet est proposé. Donc là, vous avez un porteur de projet qui peut être un promoteur immobilier ou un marchand de biens. Donc là, ça peut être varié, hein. Dans l'univers du crowdfunding immobilier, on reverra quelques chiffres ensemble dans quelques instants. Mais globalement, vous verrez que maintenant, c'est vraiment une classe d'actifs lourde qui est atomisée avec un certain nombre d'acteurs, avec du track record aussi, des résultats tangibles que vous pouvez voir en termes de performance. Mais disons que l'idée, c'est qu'un projet est proposé, donc vous avez une fiche qui reprend toutes les caractéristiques du projet, sa localisation, son montage juridique et fiscal, est-ce qu'il est sous forme obligataire, sous forme d'action, quelle est l'attente du partenaire, pourquoi et comment il va utiliser ses capitaux, quelle est son expérience et quels sont les moyens et outils qu'il va utiliser pour mener à bien son projet. Ensuite, il y a la collecte de fonds à proprement parler. Donc, c'est sur des fenêtres de temps assez courtes, hein, quand même, les périodes de collecte. Ensuite, une fois que l'argent est levé, on peut réaliser le projet. Donc d'ailleurs, Ramify et M Capital, on vous accompagne sur toute cette partie-là. Et nous, M Capital, c'est pas uniquement on vous a choisi un projet et après c'est terminé. On fait un accompagnement aussi pendant la réalisation du projet. Et enfin, une fois que le projet s'est matérialisé, que le résultat est là, vous avez votre retour sur investissement. Et ça fonctionne comme ça pour tous les projets. Donc c'est des cycles qui sont assez courts. On va le voir dans quelques instants, sauf si vous avez évidemment des questions. Alors, je vois une question. Si je comprends bien, le crowdfunding permet d'apporter à un projet de l'argent que les banques n'apportent Oui, pas. Pas très rassurant. Alors, pas forcément. Hein, c'est oui et non. C'est-à-dire que nous, on vient, par exemple, chez M Capital, on vient systématiquement en complément des banques. C'est-à-dire qu'un promoteur, c'est une très bonne question. Dans le cas de la promotion immobilière ou même du marchand de biens, c'est un peu aujourd'hui comme un particulier qui veut financer son projet de résidence principale ou d'immobilier. Vous voyez qu'aujourd'hui, le coût de l'argent, ça c'est un des sujets du moment, c'est que le coût de l'argent, il est monté, c'est vrai, évidemment, les taux sont plus importants qu'il y a encore un an, mais historiquement, le coût de l'argent reste encore extrêmement faible.
Là, Mm, même si bon, la Fed et la BCE finalement va remboîter le pas pour il y a un 25 points de base qui a été acté il y a quelques jours, mais globalement, on va atterrir autour de 4%, a priori, sauf s'il y avait une remontée fulgurante. Dans l'histoire de l'argent, 4% par an, ça reste de l'argent de bon marché. mm, Ce mm. qui n'empêche qu'aujourd'hui, la vraie difficulté, c'est les conditions d'octroi. Parce que les banques ne jouent plus vraiment le jeu du financement, ce qui fait que vous devez le voir à votre niveau ou dans votre entourage. Vous avez des bons dossiers, des gens qui gagnent de l'argent, qui ne sont plus financés par les Mm. banques. Mais, Donc mais nous, on c'est vient une en question, complément ouais. essentiellement des banques. On vient en C'est une complément. question qui revient souvent. C'est une question qui revient souvent, qui est de dire qu'est-ce qui motive un promoteur à passer par un acteur non bancaire. Bah, là, tu as répondu à la question. Et je pense que c'est ce qui se cache derrière. C'est comment est-ce que ce projet naît? Comment est-ce que vous êtes mis en relation avec ces projets-là pour rentrer un D'accord. petit peu dans les Ouais, dans le coulisses détail. de la Bah, en fait, création du projet, oui. oui, alors on n'attend pas les projets, hein. Dans Mm, notre équipe, on est 25 dans l'équipe immobilière et on a 6 personnes seniors qui s'occupent en permanence d'animer, de recruter et de suivre des promoteurs et des marchands de biens sur tout le territoire français. Donc on va à la source. On n'attend pas que les dossiers nous arrivent. Et en fait, quand on finance un dossier, bah, si on reprend l'exemple d'un particulier, en fait, un promoteur aujourd'hui ou un marchand de biens, pour financer son opération, il a besoin de fonds propres. Et historiquement, en fait, il utilisait ses fonds propres comme de l'apport en fait pour un particulier pour acheter son projet, financer son projet. Et évidemment, nous, tous les projets qu'on finance sont accompagnés par une banque. Mais la banque, elle, c'est comme pour un particulier, hein, c'est la même logique. La banque, pour qu'elle vous prête de l'argent, il faut que vous ayez de l'apport. Et aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'acteurs. Bah, il y a plusieurs facteurs aujourd'hui sur le marché. C'est que le coût de l'argent est plus cher, les coûts de construction sont montés, parce qu'avec la crise ukrainienne et le Covid, vous le savez, hein, les coûts de construction sont montés fortement. Il y a des aspects réglementaires aussi, parce que vous avez la RE 2020, par exemple, la nouvelle norme dans le neuf, qui est très bien, parce que ça permet de produire des bâtiments qui sont beaucoup plus sobres et beaucoup plus écologiques, donc moins consommateurs de ressources pour se chauffer notamment. Et dans l'ancien, bah, vous avez certainement suivi ça. Vous avez maintenant des notes de A à G pour classer les biens de la bonne note énergétique à la mauvaise note énergétique. Et en théoriquement, quand vous avez une passoire thermique, vous ne pouvez même plus la louer ou vous ne pouvez plus revaloriser votre loyer. Ce qui est quand même dommage parce que normalement, l'immobilier, ça sert à suivre l'inflation. Je vous le rappelle et vous mm, le savez, ça sert à suivre l'inflation. Donc si vous ne pouvez plus suivre l'inflation, ça pose quand même un problème. Donc du coup, nos amis promoteurs et marchands, bah, avec de l'argent bancaire qui coûte plus cher et des coûts de construction qui sont plus élevés, bah forcément, les fonds propres qu'ils autofinançaient pendant de nombreuses années, bah aujourd'hui, ils ont compris qu'ils sont obligés de faire plus de volume, en fait, pour avoir à la fin de mm, l'année la même marge sur leur société de tête. Donc, parce que les prix de vente aujourd'hui n'augmentent plus vraiment. mm, Vous voyez, enfin, à la fin, il faut quand même qu'il y ait des gens qui achètent en bout de chaîne. Ça dépend des zones. Les prix de marché, il y a des villes où il y a des endroits où ça continue à monter ou à stagner. Il y a des endroits où ça baisse. Donc, du coup, en tout cas, la tendance n'est pas la hausse des prix massifs. Donc, du coup, les promoteurs, ils sont obligés de faire plus de volume pour avoir la même marge à la fin de l'année. Donc, du coup, les fonds propres qu'ils autofinançaient pendant de nombreuses années, bah, aujourd'hui, ils passent par des acteurs comme nous, soit partiellement, soit totalement. Parce que c'est comme aujourd'hui, par exemple, je vous dis, si vous voulez acheter votre résidence principale ou faire un investissement immobilier, bah, vous seriez peut-être content qu'un acteur tiers puisse vous financer votre apport à 10 ou 15% par an, mm, finalement. Parce que vous accéderiez à un crédit sur 20 ans qui coûte 4%. Tout est relatif, en fait. Tout est mm, relatif. Après, ce que vous dites est juste, et c'est pour ça que notre outil existe, c'est que sur le marché, vous avez de tout. Et les plateformes de crowdfunding désintermédiés proposent tout type de dossier. Donc mm, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est comme dans une assurance vie, comment vous allez choisir une UC parmi les 300 UC que vous propose le contrat. Bah, c'est là où la théorie du crowdfunding, c'est bien, mais dans la pratique, d'être accompagné par des professionnels de la gestion de patrimoine et des professionnels de l'immobilier, bah, ça permet de limiter les risques, en fait. Même si on le mm, reverra, il y a des risques dans cette classe d'actifs, évidemment. mm, Sinon, on ne pourrait pas vous sortir du 10% net de frais par an sur des durées de 12 à 24 mois. Forcément, il y a toujours un mm, risque. mm. Ouais, très clair. De toute façon, je pense qu'on aura le temps de repasser sur les 10% et sur les risques. Donc, Bien sûr, ouais, tout à fait. on va te laisser avancer Oui, ouais, bien sûr. Non, et non, mais c'est on bien, non, gardera parce les que ça questions pour permet la de... fin. Au contraire, si on vous dit les questions, je vais essayer d'être... En tout cas, je ne serai pas comme un politique, je répondrai à toutes les questions. Alors, pour vous donner quelques chiffres sans vous en abrutir, en fait, vous avez les chiffres de 2022. Donc, c'est quand même 1,6 milliard qui ont été levés sur, vous voyez, 1628 projets. La majorité, quand même, des projets sont orientés vers l'immobilier résidentiel. Il y a quelques sujets sur le tertiaire, mais globalement, c'est l'immobilier résidentiel qui reste le moteur principal parce que c'est aussi l'actif préféré des investisseurs.
Ça marche aussi dans les deux sens. Vous voyez qu'il y a beaucoup de projets qui ont été remboursés en 2022. La rentabilité reste très intéressante, hein. Et là, c'est les chiffres du marché, hein. Ce n'est pas les chiffres que de M Capital. Il y a presque, c'est 9,4%. Le TRI, c'est la performance nette annuelle, nette de frais de gestion. Donc, on est sur des niveaux de performance qui sont quand même très attractifs. La durée moyenne de placement, elle est de 21 mois et la moyenne de souscription, elle est de 6 000 euros. Parce que pour reprendre ce que tu disais, Samy, sur le pourquoi en fait le crowdfunding immobilier marche aussi bien, bah, c'est simplement parce que ça vous permet de diversifier. Parce que vous faites de l'immobilier en direct, c'est très bien, hein, vous pouvez faire des placements. Vous aviez des programmes neufs type Pinel, vous avez du LMP, l'MMP, vous avez une variété de sujets pour l'immobilier en direct, mais aujourd'hui, vous devez payer l'IFI dessus. Donc déjà, ça peut dissuader certains, ne serait-ce que d'un point de vue taxation. Aujourd'hui, d'investir en immobilier direct, bah, vous voyez que ça peut être plus difficile de se faire financer par les banques. Donc, c'est normalement l'immobilier et le private equity, c'est un peu les deux seules classes d'actifs où on peut faire un effet de levier bancaire aussi fort. Sachant que les banques financent moins aujourd'hui, c'est pas forcément pour les bonnes raisons, bah, ça limite un petit peu ce genre d'acquisition. Et la diversification, bah, c'est toujours la clé maîtresse d'un bon patrimoine. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte macroéconomique qui est assez chahuté, donc bien malin, qui peut dire d'où va se dégager la performance et où se générerait potentiellement un crack. Donc l'immobilier résidentiel en France, en tout cas, nous on considère que, bah, enfin c'est pas nous considère, c'est un état de fait, il y a une demande qui est supérieure à l'offre historiquement. C'est arrivé qu'il y ait des crises dans l'immobilier, c'est possible qu'il y en ait dans le futur, mais ce qu'on sait, c'est qu'on n'est pas sur un marché où la demande est inférieure à l'offre. Et mécaniquement, les gens ont besoin de se loger. Donc, avec la nourriture et l'immobilier, c'est vraiment les deux postes sur lesquels les gens rognent en dernier, si vous voulez. Mm, mm. Donc, J'en profite, il y a une question qui est très liée à ce que tu dis, oui, question d'Atika, qui est voilà, la question auquel on peut s'attendre, hein, c'est est-ce que vous prévoyez des hausses des taux de défaillance au vu du contexte? Et une question liée, c'est comment est-ce que vous évaluez le risque de crédit et est-ce que les investisseurs ont accès à des parties de l'analyse ou des éléments de réponse? bien sûr. Ah oui, oui, alors ça, effectivement. Dans notre équipe, par exemple, chez M Capital, parmi nos 25 collaborateurs, on a Bertrand Barber, qui est un ancien directeur d'investissement du Crédit Agricole Immobilier, et ça fait 20 ans dont son seul et unique métier, c'est de s'assurer de la solvabilité des promoteurs et des marchands de biens en banque. Donc évidemment, oui, la réponse est oui. Dans 2023-2024, si des défaillances arrivent, c'est là où elles arriveront. Parce que vous avez Mm, aujourd'hui eu beaucoup de capitaux qui sont arrivés sur beaucoup de projets. Certains projets, alors certains promoteurs peuvent être en défaillance purement et simplement, mais il y en a d'autres aussi où des retards qui existent risquent de se transformer en défaillance. Après, si on regarde aujourd'hui, le taux de défaillance du crowdfunding immobilier, il est inférieur à 1% sur les projets. Donc on mm, passe d'un taux epsilonesque. Après, la question, c'est sur l'ensemble du marché, est-ce que ce taux va passer à 1, 2, 3 ou 5%? Ça, on ne sait pas vraiment aujourd'hui. Mais nous, en tout cas, quand on analyse les dossiers, évidemment que c'est un critère déterminant. En fait, on s'assure de deux choses, si vous voulez. Si on s'assure que la marge d'une opération est suffisante pour vous payer en tant qu'investisseur, mm, parce que ça, c'est notre objectif à nous. Nous, on travaille pour vous, en fait, hein, c'est mm, vous, nos clients, mais on s'assure aussi que l'opérateur est suffisamment fiable et on prend des garanties aussi sur lui. On prend des cautions personnelles, on prend des hypothèques, on prend des nantissements sur l'actif. Donc, ce n'est pas un chèque en blanc, hein, qu'on fait aux partenaires, hein. C'est qu'il a de l'argent pour développer son projet. Ça lui permet de faire un effet de levier très intéressant, mais il y a des contreparties en face, comme tout mm, projet, si vous voulez. Et de toute façon, on investit, nous, systématiquement avec une banque, hein. C'est pas, en fait, d'un côté, nous, on finance l'apport, mais la banque finance toute une ligne de crédit de 40%. Donc, mm, quand je reprends la question de M. Pedretti, évidemment, c'est les banques, on ne va pas dans des dossiers qui ne seraient pas financés par des banques. C'est pas ça le mm, sujet, heureusement. Mais il y a de tout sur le marché, donc il faut être très, très sélectif. mm, Et mm. c'est ça qu'on Surtout en vend, en ce fait. moment, oui. Et surtout Surtout en en ce ce moment, moment, et c'est ce qui nous a bien sûr. motivés à en discuter avec vous, parce qu'on sait que une défaillance pour M Capital, c'est cataclysmique en termes d'image de marque, et donc on sait que vous ferez le nécessaire, en tout cas le maximum pour vous affranchir de projets douteux. Mais c'est important de le Ah, bien répéter, sûr. c'est important je pense que c'est ce que les investisseurs recherchent, c'est vraiment d'avoir ces éléments de réponse, un peu passer derrière les coulisses, comment est-ce que ça se passe, quelles analyses sont faites, est-ce qu'il y a des Bien éléments de sûr. Eh ben, réassurance et bah, je vais vous avancer ça si vous voulez. En fait, donc l'idée parfait. effectivement du crowdfunding globalement, c'est d'avoir une sélection et un suivi de projet analysé par des experts de l'immobilier, ce qui est notre cas. Et puis par rapport à de l'immobilier direct où il faut passer chez le notaire ou autre, bah, vous allez beaucoup plus vite.
En fait, on package tout. C'est que nous, en tant que société de gestion, on s'occupe de tout et votre partenaire CGP s'occupe du suivi. Donc, en fait, vous pouvez multiplier les opérations parce que la clé, c'est la diversification. Il ne faut pas faire qu'un seul deal, il faut en faire plusieurs pour bien diversifier son patrimoine. Donc, vous pouvez le diversifier. Vous pouvez aussi faire de la trésorerie d'entreprise et même utiliser certains deals pour employer des plus-values de cession pour les heureux chefs d'entreprise qui auraient vendu avec succès leur petit bébé. Mm. Après, les durées de placement sont assez courtes. Ça, c'est un autre point fort du crowdfunding immobilier. C'est que qu'il y ait succès ou pas, votre argent est immobilisé sur 12 à 36 mois. Et vous savez que ce soit des SCPI ou de l'immobilier direct, en général, on est plutôt sur des cycles de 10-12 ans avant d'avoir un retour sur investissement. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. C'est simplement que c'est une autre façon d'intervenir dans l'immobilier résidentiel. Alors après, quand on rentre dans des dossiers, on le fait de deux manières. On peut le faire sous forme de taux. Donc en fait, là, le coût de l'argent pour le partenaire est convenu et défini à l'avance. Donc aujourd'hui, on va chercher des rendements entre 8 et 11% net de frais par an. Et en face de ces rendements, on a des garanties qui sont assez importantes. C'est-à-dire que, premièrement, quand on finance un projet, on veut s'assurer que la marge est toujours suffisante. Donc ça veut dire que le partenaire, tant qu'il y a de la marge dans l'opération, en fait, vous serez payé. Et lui, il dégrade sa marge. Si ça n'était pas suffisant, à ce moment-là, les obligations que l'on a qui sont convertibles en actions, à ce moment-là, on les convertit en actions. Et comme vous êtes propriétaire de l'opération, du coup, le promoteur, le partenaire marchand de biens se fait éjecter de son projet. Et nous, si vous voulez, on a financé, entre guillemets, que les fonds propres. Mais lui, une opération, avant qu'il la source, avant qu'il dépose des permis, avant qu'il les purge, avant qu'il fasse toutes ses analyses et qu'il fasse toutes ses démarches, lui, c'est un travail de 4-5 ans. Donc vous vous doutez bien que s'il ne va pas sacrifier un projet sur lequel il bosse depuis 5 ans parce qu'il n'a pas de marge. Donc voilà, nous, on prend toutes les garanties possibles pour limiter le risque. Mais encore une fois, on va revoir les risques qu'il y a, mais ils existent. Donc ça, c'est la stratégie taux. Donc c'est la plus défensive. Et d'aller chercher du 10% par an, c'est quand même assez satisfaisant. Et après, on a une autre stratégie qui est sous forme d'action. Donc là, on n'a pas les garanties dont on parlait juste au-dessus. On investit dans les mêmes conditions que l'opérateur. Et s'il y a de la marge, en fait, elle est partagée en fonction de l'apport de chacun. Donc, c'est des opérations qui sont plus rentables. On va chercher au moins du 15% par an, mais elles sont forcément plus risquées parce que nous n'avons pas les garde-fous que nous avons dans la logique obligataire. On peut appeler ça du private equity immo. Ah ben complètement, c'est du private equity immobilier. C'est vraiment du private equity immobilier. Exactement. Donc c'est bien de souligner la différence. Elle est assez claire. Hein. Private equity, on investit en actions, prend plus de risques, mais l'upside de rendement est plus élevé. Exactement. On investit en obligations, donc en dette. On est remboursé avant les actionnaires en actions. Et donc, le rendement espéré est plus faible. Exactement. C'est comme Mais ça que il ça est plus marche. sécurisé. Alors, sécurité, évidemment, on va revenir sur la notion de sécurité, parce qu'évidemment, il y a des risques. Déjà, vos capitaux sont bloqués jusqu'à la fin du projet, donc 18-24 mois en fonction des sujets. Donc, vous n'avez pas de liquidité. Ça, c'est un peu la limite du crowdfunding et du private equity en général. Ça, vous le savez, c'est que ce n'est pas comme une action ou un produit liquide où vous avez un marché quotidien, ou si vous voulez vendre une action Total ou je ne sais quoi, ou Apple, vous avez un marché secondaire. C'est qu'une question de prix. Là, vous êtes bloqué jusqu'au bout. Il peut y avoir des retards aussi. C'est un risque, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, qui peut peut-être augmenter dans les prochains mois. Pour certains, je ne parle pas chez nous, mais je parle dans l'ensemble du marché. Et puis le risque de perte en capital, il est un peu théorique parce qu'il ne nous est jamais arrivé, mais théoriquement, notamment sur les sujets en action. Imaginez, prenons le pire des hypothèses, le projet n'a plus de marge et le promoteur est défaillant, et ces deux conditions se cumulent et sont simultanées, et vous avez un raz-de-marée sur l'immobilier. Je ne sais pas, prenons un cas catastrophe, vous avez une hyperinflation, la BCE et la Fed montent les taux directeurs à 8%, les banques ne prêtent plus du tout, vous pourriez avoir une correction de marché assez brutale. Tout est possible. Mais bon, on peut faire tous les scénarios fiction qu'on veut. On nous annonçait déjà l'apocalypse sur l'immobilier depuis mai de l'année dernière. Vous voyez que ça dépend des zones et que c'est très relatif. C'est très relatif. Et vous pouvez théoriquement avoir une perte en capital comme dans n'importe quel investissement. Donc les rendements ne sont pas garantis. Et la durée, théoriquement, si prenons un cas où un projet se passe très très mal, vous pourriez avoir une durée qui augmente. De toute façon, les produits garantis qui rapportent du 10% par an, à part les produits Madoff, on ne connaît pas. Ouais. Ça se finit par 150 ans de prison. Donc. Ah, c'est sûr. 10% avec de la liquidité, il faut y aller voilà, pour l'assurer. Non, tout à fait. Pour vous donner les chiffres, chez M Capital, on a financé 160 projets et on en a 2 sur lesquels on risque d'avoir une perte du capital de 20 à 30%.
Donc les investisseurs récupéraient 70% de leur mise. Donc 2 sur Mm, 160, vous voyez c'est très marginal par rapport au volume d'opération. Mais ça mm, peut arriver, voilà. C'est pour ça que mm, le sujet clé, le maître mot, c'est la diversification mm. entre Et différents. ce que je trouve, moi, enfin, rassurant, je trouve que l'effet bénéfique euh, de l'immobilier, mais aussi du private equity sur des fonds d'une taille assez conséquente, c'est que la risque de capital total est très très peu probable. Il reste toujours des murs. Alors même s'ils sont Exact. revendus à la casse, il reste toujours des murs. On se Tout à retrouve fait. toujours avec 60-70% du capital, ce qui est quand même rassurant. Le risque est faible et en plus de ça, le risque de perte en capital total est extrêmement extrêmement faible. Il faut vraiment qu'il y ait un cataclysme sur une région C'est et que ça. les murs disparaissent. C'est ça. Non, mais c'est ça la grosse différence justement par rapport à l'expérience que j'ai dans le private equity, c'est qu'une PME, quand elle ne marche pas, vous pouvez tout perdre. Vous avez zéro. Là, effectivement, Mm. comme tu le dis, Samy, on a les murs. Donc, d'ailleurs, je peux vous donner des cas concrets de ce qu'on a financé Mhm. par le passé. Par exemple, sur Cannes, on avait acheté, donc c'était une très très grande maison avec une vue sur la mer exceptionnelle et qui a été restructurée, rénovée et étendue. Donc on l'a fait passer, ça c'est vraiment notre projet aussi, c'est la régénération et la rénovation d'actifs. Ben, on a fait passer un actif totalement périmé à une maison de prime qui a été vendue, vous le voyez, en 9 mois, avec un rendement annuel pour l'investisseur de 16%, avec un rendement annuel réel de 23%, parce que l'opération a été plus courte que prévu. Donc, vous voyez, ça c'était une opération de marchand de biens, parce qu'on choisit toujours des zones géographiques où effectivement il y a une demande foncière très forte. Hein. C'est ça l'enjeu. J'ai rien contre nos amis de la Creuse, mais si vous investissez dans des zones périphériques où il n'y a pas de marché, forcément, vous risquez de ne pas faire une Mm. belle opération. Nous avons fait une, ça c'était en promotion, avec le groupe Carrère à Nemours. Donc là, c'était 40 logements. Alors, même si on est axé sur le résidentiel, ça peut arriver qu'en pied d'immeuble, on ait quand même quelques commerces. Mais l'essentiel de l'opération, c'est du logement. Donc ça, c'était une opération qui était éligible au 150 0 BTR régime mère-fille. Là, la promotion, c'est souvent un peu plus long. Et ça, c'est une opération qui avait été lancée avant le Covid. Donc, vous voyez, malgré les retards liés au Covid, c'est une opération qui avait duré seulement 36 mois. Donc, la plus-value totale pour l'investisseur, elle était de presque 24%. Là, pour revenir sur justement parce que là, on essaie d'être à la fois synthétique pour vous donner aussi envie, parce que c'est une classe d'actifs qu'on aime beaucoup, qui est vraiment une solution hybride entre le capital investissement et l'immobilier, vous l'avez compris, c'est qu'on essaye d'avoir le meilleur des deux mondes et le moins de problématiques de ces deux univers-là. Mais après, sous le capot, évidemment, quand on regarde un dossier, c'est pas un chèque en blanc qu'on fait à l'opérateur. Donc, on a déjà 5 à 6 personnes à plein temps qui sourcent des dossiers, et ensuite, là, on a différents comités qui analysent et décortiquent le projet complètement. On fait une analyse commerciale, juridique, financière, environnementale, parce que c'est un sujet, l'immobilier, c'est pas très green de base, donc il faut essayer de mesurer les impacts à long terme. Ensuite, une fois que le comité d'engagement est fait, on analyse tout en détail, donc l'analyse financière et autres, et on fait des stress tests, c'est-à-dire que quand une opération, on la modélise, on va regarder, on va la stresser avec différentes hypothèses. Par exemple, si les coûts bancaires augmentaient de 2%, si les coûts travaux augmentaient de 15%, et si la commercialisation se passait moins bien et que le chiffre d'affaires baissait de 10%, qu'est-ce que ça donne sur la marge en fait? Et c'est ça qu'on modélise avant. Ça ne veut pas dire qu'on annule complètement le risque, mais si, c'est là l'expérience par exemple de Bertrand et de ses équipes, c'est que si les stress tests ne sont pas concluants, ben, on ne finance pas l'opération. Donc on essaie de Mm. limiter le risque le plus en amont possible. On peut essayer de le limiter aussi d'un point de vue juridique, parce que quand tout va bien, tout va bien, mais quand on a baqué les choses avec des montages de fiducie, de packs d'actionnaires, de contrôle de mise en place, de comités d'investissement, les hypothèques et les sûretés réelles, bah, si ça se passait mal, on a aussi des outils pour contraindre le partenaire, soit à tenir ses engagements, soit à ce moment-là, on reprendrait purement et simplement l'opération. Donc ça, Mm. c'est ce qui fait vraiment une grosse différence entre M Capital et d'autres acteurs du marché. C'est qu'on n'a pas forcément, vous allez voir ici, on analyse beaucoup de dossiers par an parce qu'on a analysé 336 millions d'euros l'année dernière, mais avec les différents comités, à la fin, on n'a investi que 50 millions d'euros. Donc on a un taux de sélectivité de 15%. Et c'est ça qui fait vraiment la différence dans des périodes compliquées. Ça ne veut pas dire qu'on ne se ratera jamais, c'est pas ce qu'on dit, hein, vous le comprenez bien, mais c'est comme ça qu'on vise à limiter au maximum le risque pour que les investisseurs puissent refaire ce type d'investissement régulièrement. Dans ce que nous avons actuellement dans nos solutions, bah, nous avons par exemple, là c'est une opération qui est à Agde, donc une station balnéaire que vous connaissez peut-être. Donc là par exemple, c'est avec un partenaire qui s'appelle Nemesis. On est en train, on a quasiment fini de lever 2 millions d'euros.
Et là, le rendement, vous voyez, il est de 10% par an sur une durée assez courte. C'est 16 mois maximum. Et il y a un remboursement partiel au bout de 7 mois, voire 10 mois. Donc, vous voyez, 16 mois, on est sur des durées qui sont très, très courtes. Là, l'idée, c'est d'être en obligation convertible en action. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi ce projet? On le voit au niveau des conditions. Il y a des garanties. Alors, une garantie autonome à première demande, donnée par le promoteur, et on a un nantissement de compte courant associé entre la société et les sociétés projets. Parce que c'est, en fait, ça, je rentre peut-être un tout petit peu dans la technique, mais nous, en fait, on crée des SAS. Vous avez par exemple l'opérateur qui est en haut, et dans le cas de la promotion, vous avez en bas un outil qui s'appelle la Société civile de construction-vente. Donc pour vous, en tant qu'investisseur, il ne faut jamais rentrer en haut dans le groupe du promoteur, parce que si ça se passait mal sur d'autres projets, vous êtes contaminé par les autres projets. Et si vous rentrez en bas dans la société civile et que ça se passait mal, vous auriez la solidarité des pertes de manière indéfinie. Donc évidemment, ce n'est pas le but. Nous, dans le pire des cas, vraiment le pire du pire, vous perdriez votre investissement, mais le fisc ou n'importe quel créancier n'irait pas vous chercher pour des éléments complémentaires. Donc la SAS, elle est créée, et c'est dans cette SAS où vous investissez, soit sous forme d'action, soit sous forme d'obligation. Alors, par exemple, pourquoi cette opération ACT? Vous voyez la photo? En fait, c'est un parc qui est très grand, très qualitatif, avec un château qui est rénové. Donc, on a vraiment un emplacement, parce que dans l'immobilier, vous le savez, hein, c'est l'emplacement qui fait vraiment une grosse partie du travail. Et le marché local est très dynamique, à la fois par l'aspect touristique et par l'aspect aussi côtier. La commercialisation est bien avancée, le rythme est soutenu. Et quand on rentre dans un projet, en fait, on rentre une fois que les permis sont purgés de tout recours, pour éviter qu'un voisin ou qu'un tiers vienne mettre à mal votre opération. Après, au niveau Mais, de... Oui, mais là, si je peux me permettre, là, je pense que tu touches à un point hyper important pour les investisseurs, qui est le point des sûretés. Donc, tout si à tu fait. pouvais, parce que c'est un petit peu ce que tu dis en filigrane, hein, mais est-ce que tu pourrais juste faire un topo sur quelles sont les sûretés apportées par les promoteurs aux investisseurs de manière générale, et qu'est-ce que M Capital ou d'autres entreprises de crowdfunding met en place pour minimiser le risque des investisseurs et le protéger? Bien sûr. L'idée, c'est ça. Alors, par exemple, vous avez par exemple ce qu'on appelle des garanties autonomes à première demande. Ça veut dire qu'on est comme un acteur bancaire, en fait. C'est que si le partenaire ne va pas jusqu'au bout, en fait, on peut se retourner contre lui et il doit payer. Donc, en fait, tant que le partenaire est solvable, en fait, il y a deux échelles. Il y a l'échelle de l'opération en elle-même, c'est-à-dire que dans la modélisation, le partenaire, il doit faire un certain niveau de marge. Et s'il ne le fait pas, en fait, tant qu'il y a de la marge dans l'opération, il doit nous payer. Parce que par exemple, on apporte 10% des fonds propres de l'opération, mais on est prioritaire sur la marge entre 25 et 50% de la marge totale de l'opération. Hmm. Donc, ce qui veut dire que tant qu'il y a de la rentabilité dans l'opération, en fait, c'est le partenaire dégrade sa propre rentabilité pour vous payer. Donc déjà, ça veut dire que tant que la commercialisation se passe bien et qu'il va jusqu'au bout de sa démarche, en fait, vous êtes payé. Par contre, lui, ça veut Hmm. dire que ça marge. Prenons le cas extrême où à la fin, il n'y a plus de marge. Il pourrait dire, moi, c'est terminé, je gagne plus d'argent, je ferme la boîte et je passe à autre chose. Et dans ce cas-là, on active les autres garanties qui sont sur sa société de tête, sur son groupe. Et c'est là où on peut avoir des cautions personnelles. Ça veut dire qu'en fait, on va lui demander de payer sur son capital, sur son patrimoine personnel, parce que sinon, ça serait trop facile. Vous voyez, si c'était que sur l'entreprise, il coule sa Hmm. boîte. Mais nous, on est avec des partenaires qui existent depuis de nombreuses années. Donc, vous voyez, on n'est pas avec une petite société de bâtiment qui mettrait la clé sous la porte, excusez-moi le terme, et qui remonterait une boîte à côté. Là, on est sur des Hmm. sociétés qui existent, qui ont pignon sur rue. Et donc, s'ils coulent leur projet, en fait, c'est 10 ans de travail, voire plus, qu'ils mettent à terre. Donc, ils n'ont pas Hmm. intérêt à faire ça. On a des Ouais. nantissements de comptes courants. Ça veut dire que en fait, ils ne peuvent pas faire des jeux d'écriture pour spoiler l'investisseur. C'est tout ce genre de choses qu'on met en place. Alors Hmm. aujourd'hui, par exemple, d'ailleurs, comme le contexte est un peu plus compliqué, sur le taux, on ne peut pas vraiment négocier plus sur les bons dossiers, parce qu'à un moment, sinon, enfin, quand on a de la qualité, quand le partenaire sait qu'il a un dossier de qualité, il ne va pas le brader. Par contre, c'est sur les niveaux de garantie qu'on peut être plus exigeant aujourd'hui. Par exemple, des Hmm. cautions personnelles, on en demandait assez peu jusqu'à présent. Aujourd'hui, c'est systématique. On va chercher les partenaires sur leur patrimoine personnel si ça se passait mal. Et Ok. puis en termes de maîtrise du risque, l'absence de risque administratif, c'est très important. Parce que là, par exemple, dans le cas de Nemesis, les permis sont purgés de tout recours. Et ça, faites bien Hmm. attention aussi si vous faites ce type de placement de manière générale, parce que quand un permis n'est pas purgé, vous pouvez rentrer dans des délais totalement immaîtrisables. Vous pouvez Hmm. rentrer Hmm. dans des délais de plusieurs années même. Donc là, la rentabilité serait catastrophique. Et vous voyez, Nemesis, il a des fonds propres, il a des capitaux propres de plus de 6 millions d'euros.
Donc c'est ça aussi qu'on analyse, c'est la solidité du partenaire. En plus Mm. de ses réalisations passées, on vérifie aussi, par exemple, que les clients précédents des précédentes opérations n'aient pas activé des garanties décennales. Et on va voir évidemment sur site, sur les différents chantiers, les réalisations, la qualité des réalisations. Parce que si Mm. le partenaire travaillait n'importe comment, après vous auriez des fissures, vous auriez des choses, la commercialisation serait moins bonne. Mm. Mm. Donc c'est tout ça qu'on regarde, hein, évidemment. Et de toute façon, vous le verrez, hein, je pense que Samy vous les renverra, mais sur chaque fiche, on a un dossier de 40 pages hein, qu'on vous envoie. Donc Mm. vous avez un détail complet de l'opération, de la localisation, de la proximité des transports en commun, le montage, les éléments financiers du partenaire, les éléments financiers de l'opération et les hypothèses de stress test qu'on a pris. Donc même Mm. des fois, on nous reproche que ce soit un petit peu trop riche d'un point de Mm. vue information, mais au moins, si vous êtes un peu expert de l'immobilier, bah, vous avez toutes les billes pour faire votre choix de manière éclairée et vous pouvez évidemment faire confiance à Ramify pour vous choisir des opérations qui sont plus adaptées à vos besoins propres. Mm. Là, c'est une Non, c'est deuxième ça. opération. On va d'ailleurs c'est une très bonne idée. On va faire circuler un exemple de dossier. Parce Complètement. que, en plus, on a un peu la même ADN parce que nous, c'est pareil. À chaque fois qu'on sort un nouveau portefeuille, on a un document d'une vingtaine de pages qui le suit pour expliquer vraiment tout dans le détail. Et on préfère être trop exhaustif. On nous reproche plus tard d'avoir caché des choses. Il vaut mieux tout Ah, mais expliquer et complètement. prendre le temps de l'expliquer à l'oral si c'est compliqué, mais au moins que toute l'aspect documentaire soit présent et disponible à tout moment. Complètement. Et après, par exemple, moi, je ne vous connais pas. Donc, par exemple, Ramify, bah, si vous êtes plus, si vous aimez bien les rentabilités plus élevées, vous pouvez aller chercher un risque plus fort. Donc, par exemple, vous serez conseillé sur des deals en action. Si vous Mm, êtes plus sur un profil défensif, bah là, les opérations obligataires seront plus adaptées pour vous. Et ça, il n'y a que Ramify qui saura le paramétrer avec vous. Par contre, mm. vous pouvez compter sur M Capital. Nous, on a fait notre tamis en amont sur les dossiers et on fait ensuite une analyse fine et un suivi le plus performant possible. Parce Non, que c'est ça. Et c'est une bonne transition pour expliquer un petit peu comment est-ce on voit nous, le partenariat. C'est vraiment ça, c'est la sélectivité en amont de M Capital et une sélectivité accrue qui va nous permettre d'encore plus adapter les deals à notre clientèle et à notre personne. Donc, le but de Ramify, c'est de faciliter la vie de ses clients investisseurs et de leur proposer la meilleure expérience d'investissement. Et donc, tout ce travail qui fait gagner du temps et de l'argent à nos clients qui est de se dire, OK, quel deal est-ce qu'on pousse? Pourquoi? Comment est-ce qu'on le pitch? Comment est-ce qu'on peut donner le plus d'informations possible? Est-ce que Vincent peut se redéplacer pour réexpliquer les deals en détail? Ça, c'est le travail qu'on fera d'ici la rentrée. On va laisser les gens prendre leurs vacances et pas les barber avec ça en plein mois d'août. Mais dès la rentrée, on va mettre en place tout ça. bah, là, par exemple, vous avez un autre deal qui a été fait à Toulouse, donc, qui est là où est le siège de M Capital. Donc là, c'est quasiment fini, hein. On a levé presque 5 millions d'euros. Là, c'était une opération très courte, un an, qui peuvent aller jusqu'à 16 mois, 18 mois ou prorogeable de 6 mois. Donc là, par exemple, vous voyez, en termes de garantie, là, l'emplacement en fait est très qualitatif. C'est l'ancienne école de l'aéronautique de Toulouse, qui est complètement remodifiée, rebadgée. Et là, vous voyez, les conditions d'investissement, c'est des hypothèques de premier rang sur les lots. Donc en termes de risque, enfin là, on a l'hypothèque carrément sur l'actif. Et un ordre irrévocable de paiement notarié. Une garantie autonome à première demande. Donc par exemple, ça c'est un deal sur lequel le risque est extrêmement faible. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais il est quand même extrêmement dilué. Hmm. Donc ça, par Non, exemple, c'est intéressant. vous pouvez faire varier les durées. Là, vous avez là, c'est un autre dossier que l'on a en Île-de-France, à Villiers-sur-Marne. Donc, c'est des obligations convertibles. Donc, à chaque fois, vous voyez, bon, là, c'est un dossier qui est plus petit, 1,5 million, mais qui vise aussi du 10%. Là, comme on est sur un sujet de promotion, c'est un petit peu plus long. Ça vous permet aussi de panacher les durées et les échéances qui vous intéressent. Mais là, par contre, donc, c'est du neuf qui est construit à quelques centaines de mètres du RER A. Vous voyez qu'au niveau architectural, on est sur quelque chose de très sympa, qui ressemble à une proue de bateau. Parce qu'en fait, c'était la mairie qui a préempté à l'origine sept parcelles particulières, et ensuite on les a remembrées pour faire cet immeuble. Et dans cet immeuble, du coup, ça permet, il y a une dimension ESG qui est assez forte, parce qu'il y a un bail réel solitaire et l'accession ANRU. Donc, ce qui permet à des investisseurs, des particuliers qui n'ont pas forcément des budgets illimités, de continuer à vivre près des hypercentres et près des transports en commun.
Et malgré qu'on ait ce public, donc l'avantage, c'est qu'on a des bails, il y a un bailleur social qui est le signataire, donc en termes de commercialisation, vous voyez, c'est comme ça qu'on baisse notre risque, parce qu'on a un bailleur social qui a déjà acheté l'ensemble du programme. Par contre, du coup, le prix de vente sera plus faible, mais il est déjà intégré dans les travaux. Et on a beaucoup de Mm. garanties sur le sujet. Donc c'est vraiment ça qu'on met en avant. Et là, vous avez toutes les garanties qu'on reprend, des cautions personnelles et solidaires par le dirigeant des holdings, le nantissement de compte courant. Après, on fait du sur-mesure sur chaque projet, évidemment. Mais il y a quand même un cadre commun parce qu'on essaie de limiter. C'est toujours pareil, en fait, nous, l'argent n'est pas un cadeau. C'est qu'on Mm. finance un projet. Et si le partenaire croit en son projet, bah, comme il est obligé aussi de se mouiller, quoi. Mm. Mm. Donc, Ah, si bien ça se sûr, passe mal, il en aurait aussi de sa poche, hein. bien sûr. Non, non, écoute, c'est super clair. On a des petites questions et je sais Oui, qu'on a ah bah, presque je fini. vous écoute. C'est toi qui me dis, Vincent, est-ce qu'il y a des éléments que tu veux absolument présenter ou est-ce qu'on passe aux questions? Qu'est-ce qui pour toi est le Non, plus non, voilà, important? c'était pour vous présenter M Capital en quelques mots, mais bon, là, vous avez quelques chiffres. On a fait 160 opérations, le rendement embarqué est de plus de 10%. On en a remboursé 37 avec succès à 9,6%. Nos partenaires sont sur toute la France. C'est des signaturiers comme Edelis, le groupe Carrère, c'est des groupes régionaux de belles factures. Alors, c'est pas Bouygues et Vinci, mais c'est pas non plus le tout petit acteur dans son coin que personne ne connaît. On travaille Mm. avec des gens qui ont un bon track record. Sur toute la France, on n'est pas sur une dimension européenne. On est vraiment franco-français et plutôt dans les grandes métropoles. Vous voyez, Nantes, Bordeaux, Paris, parce que c'est des endroits où on estime que si le marché connaissait quelques troubles, ce serait des endroits où la valeur se dégraderait le moins. Bon, voilà, c'était Mm. ça que je voulais vous montrer. Et les équipes que vous avez ici, c'est une partie des équipes avec des profils très seniors. Par exemple, Stéphane Ferrand, c'est l'ancien directeur technique France du groupe Edelis. Julie, qui est passée par différents grands établissements, qui est notaire de formation. Alexandra, qui est architecte de formation. Bertrand, je vous en ai parlé, qui est l'ancien directeur immobilier du Crédit Agricole Immobilier. Enfin voilà, on a vraiment des équipes après d'analyse, de business développeurs. On a des expertises complémentaires. On a même on a une équipe de commercialisation de programmes neufs ou réhabilités. Donc ça nous permet d'avoir une finesse de l'analyse sur différents points et de mixer en fait les expériences et le tropisme de chacun pour essayer de diminuer les risques. Voilà, c'est ça l'enjeu. Mm. Mm. Et Mm. que ça se passe du mieux possible. Et quand on a balayé les risques commerciaux, les risques techniques, les risques juridiques, les risques architecturaux, et qu'on a une équipe qui a bien accompagné les partenaires jusqu'au bout et qu'on a décortiqué avec toutes nos équipes financières, bah, normalement, le risque, il est moindre. Voilà, c'est ça Mm. qu'on propose, hein. Mm. Non, Mm. non, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et on passe aux questions, si ça vous va. Super, nickel. Alors, je vais commencer par des questions pratiques Oui. qui sont quand même importantes, même si elles sont simples. C'est le ticket minimum, l'imposition et comment est-ce qu'on fait concrètement pour investir. Alors, très concrètement, le minimum de souscription est de 5 000 euros, parce on n'est pas une plateforme de crowdfunding mass market, on ne travaille que avec des gestionnaires de patrimoine ou des family offices. Donc là, il faut passer par Ramify, parce que objectivement, c'est eux qui vont vous sélectionner les opérations qui vous paraissent les plus pertinentes. Et après, bah, le process, une fois que vous serez inscrit avec nos amis de Ramify, bah, vous accédez à la plateforme et vous pouvez participer à l'opération. Pour Mm. votre information, en fait, M Capital, dans ce projet-là, on est agent lié de PSI, parce que c'est la façon la plus protectrice de notre point de vue, d'un point de vue réglementaire. Et après, oui, ça se fait par virement, tout simplement. Ensuite, les titres Super. sont logés chez le PSI, qui s'appelle Tilia Invest. Donc, vos titres sont logés dans cet établissement. Et dès que le deal arrive à son terme, vous êtes informé, vous êtes remboursé. Mm. Tilly Invest qu'on connaît très bien, avec qui on a fait d'autres deals, deals startup, deals private equity. Donc, D'accord. Ouais, ouais, bah ouais, c'est ouais, donc on tout à connaît fait, très ils ont bien. un statut de PSI. Mm. À nous, en fait, on les utilise en marque blanche, pas Mm. pour la partie réglementaire, mais les opérations, c'est nous qui les calibrons et Mm. qui les mettons sur la plateforme de Tilia. Mm. Super. Et donc pour l'imposition, à quoi est-ce Oui, qu'il faut s'attendre? Parce qu'il y a aussi des possibilités de le loger dans un PEA des fois, il me semble. oui, alors théoriquement, tout à fait. Alors, certaines opérations sous format d'action sont éligibles au PEA ou au PEA PME. Donc ça, il faut bien vérifier avec votre Mm. banque ou avec votre PEA qu'il accepte bien cette opération-là. Sinon, par défaut, c'est du compte titre. Et après, vous pouvez, d'un point de vue fiscal, ça va dépendre. Si vous êtes une personne physique, bah, c'est la flat tax. Donc déjà, fiscalement, ça reste quand même assez avantageux. Et vous n'êtes pas vous n'êtes pas éligible à l'IFI. Et ça, Mm. quand on revenait sur les caractéristiques de l'immobilier, c'est particulièrement intéressant parce que vous pouvez rester dans l'univers de l'immobilier résidentiel sans avoir à être assujetti à l'IFI. Ça, c'est pour Mm. les personnes physiques. Si vous êtes une personne morale, bah, vous êtes taxé à l'IS, tout simplement. Mm.
de droit D'accès à commun. l'IS. Et donc, pour répondre à ta question, Christophe, c'était une question de Christophe. Donc, le PEA-PME, c'est uniquement pour le crowdfunding immobilier equity en action. Ça paraît logique. Très bien. Alors, ça, c'était pour les questions pratiques, comme ça, on est sûr de les avoir passées. J'ai aussi d'autres Oui, petites questions qui sont plus stratégiques et liées oui, au métier. Est-ce que oui. vous avez des sous-jacents actifs privilégiés? Résidentiel, tu en as parlé, mais est-ce que hôtellerie, EHPAD, et secteur géographique, ça aussi, tu as répondu. Mais est-ce que tu peux juste refaire un Bien petit sûr, bien topo sûr. sur... Alors, oui, alors nous, on reste vraiment sur l'aspect résidentiel parce que en fait, on part du principe qu'on a beaucoup de typologies d'acquéreurs potentiels. On a des personnes physiques, on a des investisseurs, et le résidentiel, on peut le voir, attention, il y a déjà eu des crises dans l'immobilier résidentiel, mais on voit qu'historiquement, les baisses sont moindres, les remontées sont plus rapides et c'est beaucoup plus résilient. Ouais, donc c'est pour ça que nous, vraiment, notre tropisme à nous, c'est vraiment l'immobilier résidentiel. Dans les grandes métropoles françaises, on en a parlé. Après, il y a des choses qu'on aime bien faire, par exemple. Alors aujourd'hui, par exemple, la promotion, c'est un peu moins porteur, clairement. On fait plus d'opérations de marchand de biens. Parce que ça ne veut pas dire. Alors, il y a des belles opérations qu'on continue à faire, hein, de promotion, mais pour des raisons de financement et de coûts travaux, on est un peu plus favorable à des opérations de marchand de biens aujourd'hui. Parce que les durées sont plus courtes, les coûts de construction, de rénovation sont plus faibles, donc on maîtrise mieux le risque. Voilà, par Hmm. exemple. C'est ce Mais genre alors, de... est-ce que les marges sont moins intéressantes ou c'est vraiment la taille du projet qui pose problème? Vous préférez avoir des projets plus petits, marchands de biens, et les Ah non, multiplier? c'est en fait les promoteurs, il y a plusieurs sujets. C'est que en commercialisation, en fait, l'un des sujets, c'est que déjà les bons promoteurs aujourd'hui sont très courtisés par toutes les plateformes de crowdfunding. Hmm. Parce que Hmm. comme ils ont des volumes à faire et que des bons promoteurs, il n'y en a pas tant que ça, on n'a pas envie de surpayer les dossiers. C'est surtout pour ça, Hmm. en fait. Parce que c'est vrai que quand vous lisez en ce moment, la communication sur l'immobilier est très anxiogène. Si vous regardez Hmm. les médias, on a l'impression que c'est catastrophique. Bah, ça dépend où, ça dépend quoi. Par exemple, dans Paris Intramuros, si vous êtes dans le 20e arrondissement, dans un immeuble pas terrible au rez-de-chaussée, bah forcément, là, vous avez une décote de prix qui est de 15% aujourd'hui. C'est déjà le Hmm. cas. Donc oui, par contre, si vous regardez Paris dans son ensemble, la baisse, elle est très, très limitée. Et quand vous êtes sur des actifs de bonne facture, ça continue encore à monter, ou ça stagne. Vous voyez, Hmm. donc ça dépend ce qu'on achète, en fait. Hmm. C'est, Hmm. C'est sûr. après, ce qu'on aime bien faire, si vous voulez, dans nos deals, c'est ce qu'on a vu, hein, des acteurs régionaux qui tournent bien, des belles localisations, une bonne maîtrise du dossier. Quand il y a des choses un peu bizarres ou exotiques, on ne le fait pas. C'est pour ça quand on a les permis purgés, c'est quand même plus rassurant. Et après, on aime bien aussi le co-living. Ça, c'est une thématique qu'on maîtrise bien. Donc, par exemple, ça nous permet de faire du marchand de biens. On achète des grandes maisons de banlieue qui font entre 300 et 600 mètres carrés avec des terrains de 800 mètres carrés. On les rénove complètement et ensuite on met une dizaine de chambres dedans et des espaces collectifs mutualisés. C'est vraiment ça qu'on on aime bien. On en a fait 13 aujourd'hui, cette thématique. Ok. Mais c'est pas exclusif. En tout cas, on n'a Ok. pas d'entrepôt, on n'a pas de bureau, on n'a pas de. On n'est pas, on est opportuniste sur le résidentiel, mais on n'est pas, voilà, on fait pas feu de tout bois. Chacun son positionnement, hein. Hmm. Très clair. Et peut-être dernière question, parce Ouais, qu'on a pas mal débordé, c'est au sujet des partenaires financiers. On avait une question. Est-ce que oui. c'est possible d'un peu plus détailler? Quels sont-ils? Est-ce que c'est uniquement des banques? Quel type de banque? Ou alors est-ce qu'il y a des fonds d'investissement aux côtés de qui vous investissez aussi? Et ce sera, je pense, la dernière question. Partenaire. Ah, quand on fait une opération, vous voulez dire? Oui, oui, Ah non, oui. nous, c'est que les banques, en fait, hein. Ok. On est assez exclusif, c'est-à-dire que vu la taille des opérations, vous voyez, par exemple, une grosse opération chez nous, c'est 6 millions d'euros. Enfin, là, on en a une en ce moment qui fait 14, mais c'est un peu exceptionnel. Mais en général, les opérations qu'on finance, c'est de 1,5 million à 4 millions. Et vous voyez, c'est Hmm. 10% des fonds propres. Donc, en fait, c'est des opérations qui font entre 10 et 15 et 20 millions d'euros. Donc, c'est pas Hmm. des très grosses opérations, c'est des opérations de taille moyenne. Oui, oui, je vois ce que vous voulez dire. On n'est pas à côté de gros fonds d'investissement internationaux. Nous, Hmm. c'est de l'artisanat haut de gamme, hein, ce qu'on propose. C'est pas des gros ensembles massifs, parce que sinon, de toute façon, après, on se retrouverait en concurrence avec d'autres acteurs en financement. Enfin, par exemple, Hmm. Bouygues et Vinci n'ont pas besoin de nous pour financer leur projet, clairement. Hmm. C'est pas D'ailleurs, le... ils passent par qui? Ce serait, pour ma culture G, eux, ils passeraient par quel type d'acteur? Ah bah par des structures en interne du groupe. Ok, En fait, ils ont des ok, structures en interne de financement et des financements bancaires. ok. Parce que les fonds propres, en fait, ils ont la capacité à les autofinancer. Ils sont malins. Enfin, Hmm.
Ils ont des structures. Ouais, ça paraît logique. En fait, ils ont tout intégré. Ils ont à la fois des équipes en financement, des équipes métiers et des équipes en commercialisation. Mm, Essentiellement, ils vendent, Bouygues, par exemple, vend une grande partie de ses programmes avec ses propres équipes. mm. Un indépendant, c'est plus compliqué. Ouais, je comprends. Ouais, ça paraît logique. Super. Bah, écoute, Vincent, je pense qu'on arrive à la fin du webinaire. Il était super intéressant, je pense, parler en nom de tout le monde. Mais merci beaucoup de t'être déplacé. Donc, comme j'expliquais, bien sûr, on va faire suivre à tous les participants et tous les inscrits un petit récap de nos discussions avec les questions qui ont été posées, euh, un exemple de dossier pour montrer le niveau de détail dans lequel vous allez dans l'analyse. Ça rassurera, je pense, à juste ce titre, certains investisseurs. Et donc, vous avez bien sûr accès à tous les deals qui sont en ce moment disponibles chez M Capital. Et comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, on aura une deuxième séance, un deuxième webinar avec quelques mails et aussi des opportunités qui seront poussées directement sur votre espace investisseur. On va faire le travail avec Vincent de sélectionner les deals qu'on considère comme les plus intéressants et lancer officiellement le crowdfunding immobilier sur Amify. Donc Vincent, merci beaucoup. Je vais te laisser peut-être la parole pour clôturer ce webinaire qui était super intéressant et te dire à très très bientôt. Bah, avec grand plaisir, Samy. Bah, merci beaucoup pour votre accueil. En tout cas, j'espère qu'on vous a transmis un peu la passion de Mm, cette classe d'actifs. Parce que moi, que ce soit le private equity classique ou le private equity immobilier, c'est vraiment deux classes d'actifs passionnantes parce que vous êtes vraiment acteur de votre investissement. Vous n'êtes pas dans un fonds où vous subissez un petit peu la stratégie. Là, vous êtes vraiment, vous choisissez opération par opération ce que vous faites. Donc ça, je trouve ça très valorisant. Et le private equity immobilier, a vraiment l'avantage d'être sur des durées très très courtes. Ça, c'est assez atypique par rapport au vrai private equity. Alors, la rentabilité, on l'a vu, si on arrive à sortir entre 10 et 15 par an, bah, c'est quand même une rentabilité attractive. Et vous êtes sur des sujets que vous maîtrisez bien. Ça vous permet d'être complémentaire par rapport à des SCPI ou de l'investissement direct. Donc, ça a beaucoup de sens. Voilà, mm, c'est quelque chose, j'espère qu'on arrive à vous transmettre. Et après, d'un point de vue simplicité, bah, vous verrez que c'est des outils simples à mettre en place. Voilà, mm. donc c'est un beau sujet. Et bah, voilà, vous avez tout l'été maintenant pour le maturer et poser vos questions évidemment à Ramify. Et je serai très content de revenir vous voir quand Ramify aura choisi le prochain deal qu'il veut vous présenter. Super. Bah, écoute, le plaisir sera partagé. Bah, écoute, merci beaucoup Vincent. On va finir l'événement et on souhaite à tout le monde des bonnes vacances. Reposez-vous bien et on se retrouve donc à la rentrée pour reparler crowdfunding.